Mesdames, Messieurs, ce soir, nous avons le plaisir d'avoir avec nous Dr Walid Raouf, qui est membre du Conseil égyptien des affaires étrangères. Bienvenue avec nous, bonsoir. Merci bien, bonsoir à vous aussi. Également Dr Ismail Hamid, qui est chercheur en islam. Bienvenue avec nous. Merci. Bonsoir. Bonsoir. Alors, en fait, on va commencer par... bien sûr, on va parler aujourd'hui de l'attentat qui a visé dimanche dernier l'église égyptienne. J'aimerais commencer par les déclarations faites hier du président Abdel Fattah el-Sisi. D'abord, le président commençait son discours par, en disant qui est l'auteur de l'attentat. Et c'était quelque chose de nouveau pour nous, le fait, cette rapidité de trouver l'auteur et le fait que le président lui-même annonce le nom de l'auteur de l'attentat. Comment vous avez vu ces déclarations hier? Bon, bien sûr, les déclarations ont été, je dois dire, en termes de leurs détails, inattendus. Parce que le jour en avant, on parlait d'un autre scénario tout à fait différent. Bien sûr, le fait que le président même a annoncé les détails, ça nous donne un message qu'il a un degré de certitude qui est assez élevé dans les informations qu'il a annoncées lui-même. Sinon, j'aurais supposé qu'il aurait préféré que ce soit les responsables de sécurité qui expliquent ce qui s'est passé. Il aurait peut-être juste mentionné les détails. Bien sûr, ça reflète aussi le niveau d'intérêt qu'il porte au niveau personnel dans ce dossier. Et ça, c'est une chose que je trouve tout à fait normale parce qu'on sait bien sûr que l'un des buts de ce genre d'attentat et d'essayer de créer un certain que ce soit entre les Coptes et l'État égyptien en général, bien sûr représenté au niveau du président et du gouvernement, ou bien entre les Coptes et la société. Bien sûr, on sait que dans ce genre d'attentat, il y a des informations qu'on peut obtenir au niveau professionnel d'une manière assez rapide. Et d'habitude, quand c'est un attentat de ceinture explosive de ce genre, bien sûr parce que l'auteur de l'attentat se trouve sur place et les experts ont pu faire des analyses et des tests, que ce soit au niveau médical ou au niveau de sécurité, renseignement, pour pouvoir s'assurer à un certain niveau que c'était bien cette personne qui était l'auteur de l'attentat. C'est quelque chose qui n'est pas commun quand même, que ce soit en Égypte ou n'importe où, que la première déclaration soit faite par un chef d'État. C'est vrai. Je pense que ça reflète le niveau d'importance que le président voit et le niveau de certitude. Alors, docteur Hamid, comment vous avez vu ces déclarations? Bien sûr, alors au début, je dois présenter mes condoléances alors, à toutes les familles des victimes et pour tout ce qui se passe là-bas. On était tous choqués, bien sûr avec cet attentat des lâches. Osent de faire de telles choses comme ça. Vraiment, c'est très difficile pour nous parce que même qu'il y avait des attentats au Sénat et à la frontière avec la bande de Gaza, avec les frontières avec Israël et tout ça, ok, peut-être on peut comprendre là-bas de l'anarchie de cette zone là-bas. Mais alors, à la profondeur de pays, au profond de guerre comme ça, c'est une chose pour nous. On doit bien sûr faire attention de tout ça. L'État, le président, le gouvernement, alors tous les responsables, tous les dirigeants doivent faire attention de tout ça. C'est un message très dangereux pour l'Égypte, pour frapper l'économie d'Égypte, pour le tourisme, l'investissement et tout ça. Par rapport aux déclarations de président, alors pour nous, on doit être plus calme par rapport aux les déclarations, soit par le ministère de l'Intérieur, le scénario qui était avant, et puis la déclaration du président. Donc alors, on doit être plus calme concernant tout ça, alors d'avoir vraiment beaucoup de vérité, beaucoup de choses, puis on a une seule déclaration qui nous donne toujours la vérité. Mais alors, le ministère de l'Intérieur, ce qui nous donne un scénario avant, après le président, bien sûr, c'est la déclaration du président, c'est la chose la plus importante pour nous, on doit écouter ça très bien, et comme bien sûr mon collègue Dr Walid l'a déjà dit, que c'est un attendu
pour le président de déclarer pour de telles choses comme ça. Oui. De toute façon, alors, ça nous donne un message pour vraiment un danger par rapport au dossier de sécurité au profond de la capitale égyptienne. Oui. Pour les services de sécurité, on doit faire beaucoup de scénarios de comment alors confronter tout ça. Vraiment, c'est presque dans quelques semaines, on a le Christmas, on a des fêtes très importantes, soit les chrétiens ou les coptes d'Égypte, ou même aussi pour le tourisme, parce qu'il y avait beaucoup de choses, alors beaucoup d'espoir, beaucoup de souhaits, alors d'avoir une saison alors, exceptionnelle après l'annulation de beaucoup d'âge américain pour le vol ou pour le tourisme américain en Égypte. On avait beaucoup de charters à Luxor. Tout ça, on doit comprendre l'affaire globalement. Ouais. Alors, de toute façon, mes condoléances à toutes les familles des victimes, bien sûr. Alors, en fait, docteur Raouf, ce qui est aussi nouveau cette fois-ci, c'est que on a vu qu'avec la rapidité de l'annonce de l'auteur, on a vu aussi la transparence. C'est-à-dire, Monsieur le Président a déclaré le nom. Quelques heures après, on a commencé à voir l'image du corps déchiqueté du kamikaze. Le soir, on a vu la vidéo. Les caméras qui ont filmé l'auteur en train d'entrer dans l'église, il s'est fait exploser juste 10 ou 15 secondes après. Alors, cette fois-ci, on a vu vraiment tout complètement avec transparence et les preuves tangibles que personne ne peut nier. Bon, je pense que c'était quelque chose de très important parce que, bien sûr, en raison du fait qu'au début, il y a eu des annonces qui étaient dans une direction tout à fait différente, en parlant d'un paquet explosif qui a été placé sous les banquettes et qui a été détoné de distance, et puis que le lendemain matin, c'est un scénario qui est différent, inattendu, et annoncé par le président lui-même. Et on sait que en raison de toutes les turbulences dont on a passé dans les dernières années, il y aura toujours des doutes. Que ce soit un annoncement qui soit fait par un président ou par un autre responsable, il y aura toujours des marques de questions, il y aura des doutes. Et c'est pour ça que je pense qu'il était très important qu'il y ait des preuves matérielles qui soient d'une manière très transparente, comme vous l'avez vu, montrées non pas seulement au public en Égypte, mais pour partout, tout le monde. C'est vrai. Partout. Et ça, c'est quelque chose qui nous donne aussi une direction qui est très importante et qui, quand même, nous indique que la transparence et la rapidité de communiquer les informations bien supportées est quelque chose qui ne permet pas que ce soit qu'il y ait des discussions négatives ou des doutes qui ne sont pas basés sur quelque chose de solide. Oui. Exactement. Alors, bien sûr, on va continuer à parler de tout ce qui a rapport avec l'attentat. Tout de suite, on va voir une partie, en fait, tout ce qui s'est passé au cours des funérailles qui ont été organisées pour les victimes hier. Bien sûr, on sait que le pape Tawadros II, patriarche de l'église du siège, avait présidé la messe funéraire organisée pour les victimes et également le grand imam de l'Azhar avait des déclarations au cours de ces funérailles. Il a qualifié l'attentat meurtrier d'explosion terroriste infâme qui vise des âmes innocentes. Tout de suite, nous allons voir plus de détails concernant les funérailles avec Salah al-Mahrabi. Le pape Tawadros II, patriarche de l'église du siège de Saint-Marc, avait présidé plus tôt dans la matinée de lundi la messe funéraire organisée pour les victimes dans l'église Saint-Pierre et Saint-Paul du Caire. Des centaines de personnes avaient assisté à cette messe. Plusieurs centaines de fidèles s'étaient également rassemblés dans l'église de la Vierge Marie, où le cercueil des victimes est près de l'autel. Prenant la parole, le pape Tawadros II, chef de l'église copte orthodoxe, a qualifié l'attentat des coups dans le cœur de l'Égypte. Il avait mis l'accent sur l'importance de l'unité nationale et prié en faveur de la paix en Égypte,
Entre-temps, le grand imam d'Al-Azhar, la plus haute autorité de l'islam, Cheikh Ahmed El-Tayyib, a fermement condamné l'attentat ignoble contre l'église de Saint-Pierre. Dans un communiqué, El-Tayyib a qualifié l'attentat meurtrier d'explosion terroriste, infâme qui vise des âmes innocentes. Le mufti de la République, Shawqi Allem, a lui aussi condamné cet attentat lâche, ajoutant que les auteurs de cet acte odieux étaient devenus adversaires du prophète Mohammed. Il a appelé tous les Égyptiens à s'unir face au terrorisme qui visait à semer la zizanie entre musulmans et chrétiens. Alors, il faut juste ajouter que le grand imam, il a fait ses déclarations. Ce n'était pas au cours des funérailles. Je m'excuse pour cette faute. En fait, il n'était pas présent aux funérailles puisqu'il effectuait un séjour hors du pays. En fait, pour continuer avec tout ce qui a rapport avec l'attentat, ce qui est nouveau cette fois-ci aussi, c'est la ceinture explosive. Et il faut dire que c'est un détail très important et très dangereux également. Oui, alors je comprends ça par rapport à ma spécialisation de l'islam et de l'histoire, bien sûr, islamique. Vraiment, ça c'est un grand choc pour quelqu'un qui imagine qu'elle fait un bienfait ou elle fait un... C'est pour lui, c'est pour se suicider ou pour se sacrifier et après pour aller directement au paradis après ça. Vraiment, c'est une maladie des gens, des criminels, mais le problème pour nous, on doit comprendre profondément l'affaire ici. Avec beaucoup de dureté et des pressions économiques, beaucoup de choses comme ça, vraiment on doit comprendre ça. Parce que vraiment, le traitement de l'État avec le dossier économique, ça donne un grand choc pour vraiment le peuple égyptien, avec aussi la disparition de la classe moyenne qui n'existe plus maintenant sur la scène en Égypte. C'est un grand danger pour l'Égypte et pour l'image de notre peuple. Il y a des gens riches, il n'y a que des gens pauvres. Maintenant, il n'y a plus de classe moyenne, c'est-à-dire ça donne de chances ou d'opportunités pour des groupes de lâches ou des terrorismes, de tout ça. Ça, c'est pour attirer des gens comme ça. On ne donne pas de justification, aucune justification, parce que ça n'existait pas en islam. Ça, c'est contre la tolérance, contre le respect de notre religion. Toujours, je donne des cours, même aux étrangers, concernant la tolérance de l'islam, et je leur dis franchement, si l'islam me demande de tuer les autres, je dois abandonner cette religion-là. Oui. Parce que ce n'est pas une religion qui demande alors à la personne ou aux croyants pour tuer les autres. C'est aucune religion, ça. Et c'est basé, et ça c'est vraiment, c'est pas une exagération qu'on parle, mais vraiment de très grandes bases de tolérance pour la religion. Et toujours, on a beaucoup de versets, bien sûr, dans le Coran, et même par rapport à la tradition ou des hadiths du prophète Mahomet, c'est des grandes preuves qui nous donnent le chemin de respect des autres et de la tolérance et tout ça. Si on parle beaucoup de choses, alors vraiment par rapport à l'épreuve, c'est sans fini concernant de tout ça. Juste, si j'imagine par exemple le verset du Coran « Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin ». C'est quoi la merci que Allah, alors on voit le prophète Mahomet, alors à tout le monde, est-ce que ça c'est pour tuer les gens? Pas possible, pas possible ça. Et même aussi le respect vers les autres ou les non-musulmans. Le prophète Mahomet a épousé 2 femmes juives. A épousé une femme chrétienne. Elle était d'Égypte, Marie la Copte, là. Et même en islam, ça c'est autorisé pour un homme musulman d'épouser une femme chrétienne. Et ainsi que, et même ce soit, elle reste avec sa religion, sans convertir à l'islam. Elle reste avec moi, elle est chrétienne, et je suis autorisé, c'est autorisé pour moi pour épouser une femme comme ça. Comment alors une femme qui n'est pas musulmane, alors, et puis j'ose de penser des choses comme ça avec des actes de lâche et tout ça. Oui. Vraiment, ça c'est pour moi, je ne comprends pas les choses comme ça, mais c'est très important aussi pour traiter par ce dossier-là, par le traitement idéologique, ça c'est très important, ce n'est pas uniquement de parler de renouveler ou de corriger le discours, non, c'est l'interprétation de l'islam, pas le discours
c'est ce qu'on appelle le renouvellement de discours de l'islam. Non, c'est l'interprétation. Le problème de tels groupes, qu'ils ont de mauvaises interprétations alors, sur quelques versets du Coran. Alors, par rapport à ce qu'on appelle al-jihad de l'islam. Le jihad, c'est bien sûr, c'est quelque chose de très important en islam. Mais comment, à quelle limite? Ça, c'est pour se défendre. Al-jihad, c'est juste pour se défendre. Ça, c'est al-jihad. Mais pas pour tuer les autres, les non-musulmans, et tout ça par n'importe quelle personne qui imagine qu'il a de la force ou là, le pouvoir. Et c'est toujours et pour tuer quelqu'un ou quelqu'un qui fait de sédition, qui fait d'anarchie ou qui fait de problèmes. Pour la religion, c'est toujours ce wali al-amr, c'est l'imam, c'est lui qui a le pouvoir de faire ça, pas par les individus qui peuvent faire tout ça. Et il y a vraiment un gros problème pour la mauvaise interprétation de la religion. Ouais. Alors, en fait, comme on vient de dire, c'est aussi important de travailler sur ce dossier comme la sécurité. C'est-à-dire, pour combattre le terrorisme, on a besoin de la sécurité, mais on a aussi besoin de changer cette idéologie. Il ne faut pas nier que ça existe partout en Égypte. Il y a des qui utilisent de leur pouvoir religieux sur les jeunes pour leur faire comprendre ou leur faire mettre dans la tête des idées tout à fait négatives ou qui ne sont pas correctes de l'islam. Alors, comment travailler sur les deux chemins en même temps? Je pense, je dirais même c'est plus que deux chemins. Il y a plusieurs dimensions. Comme le docteur Ismail vient de le dire, c'est un problème qui a un aspect, un angle éducatif et un angle culturel. Et je veux bien faire la différence entre ce qui était éducation, enseignement aux écoles, aux universités, et la culture de la société en général. Ce sont deux éléments qui sont importants. Bien sûr, l'aspect social et économique est un des éléments, bien sûr, qui facilite qu'on puisse cibler la jeunesse. On parle alors à un niveau éducatif, à un niveau culturel, à un niveau social, à un niveau économique. C'est un effort qui on doit avoir un plan, et un plan qui prend en considération tous ces éléments, avec bien sûr les interactions des éléments politiques, que ce soit des politiques internes ou bien au niveau international. On a besoin d'avoir un plan qui soit bien précis, qui prend tous ces éléments, et bien sûr l'élément de sécurité avec tous les forces et les partis qui ont un rôle. Je pense, et j'inviterai peut-être le gouvernement à peut-être commencer un dialogue, que ce soit au niveau officiel ou bien au niveau social, pour que l'on puisse arriver à un plan national dans quelques mois, je l'espérais, où le Parlement participe, où les partis politiques participent, où les NGO dans la société puissent participer, qu'il y ait un plan national qui vise à corriger toutes ces situations. Nous avons, je pense, déjà une situation où le niveau de fanatisme est quand même très alarmant. Nous avons vraiment besoin d'un plan national à qui s'engage le gouvernement, la société, les organismes de recherche, les organismes d'éducation, et les organismes qui s'adressent bien sûr à la jeunesse, parce que bien sûr, à travers le monde, tous les auteurs, ce qu'on cible, c'est toujours la jeunesse. Et ça, c'est un danger à double implication, je dirais. Je demande qu'il y ait un plan national. Bien sûr, un plan national, c'est quelque chose de très important, mais en attendant, selon vous, quel est le rôle des hommes de la religion, les vrais hommes de la religion musulmane? Qu'est-ce qu'ils doivent faire en attendant pour vraiment contrer ces idées que des gens essayent de répandre? C'est ça, bien sûr, c'est un message pour Al-Azhar et le grand imam de l'Azhar. Alors, c'est toujours pour nous donner des prêcheurs bien éduqués, bien, comment dire là, qualifiés concernant le discours
avec les gens en même temps, avec des prêcheurs qui connaissent les langues et aussi avec l'étranger. Parce que ce n'est pas uniquement quelqu'un qui nous parle à l'intérieur de l'Égypte aussi, même pour l'image de l'islam. Et c'est Lazare, ce ne fait pas ce rôle très très important qui puisse faire ça. C'est Lazare, c'est avec bien sûr son ancienne histoire, avec sa gauloire et tout ça depuis plus de 1000 ans. Et Lazare, c'est le phare de l'islam modéré et tout ça. Donc c'est très important. À Lazare, ça c'est une grande responsabilité alors pour cette affaire-là. Et concernant l'interprétation, aussi la compréhension. La compréhension, ça c'est très important. Toujours, il y a deux personnes. Alors quelqu'un qui dit que j'ai les preuves de quoi? De la parole du prophète Mahomet. Mais c'est quoi la compréhension de ça ou l'interprétation de ça? Chacun interprète ou comprend ça par ses moyens. Okay? Donc, si on parle par exemple avec des preuves, en islam, ou dans le Coran, alors, la ikraha fi din, c'est-à-dire quoi en islam? Lakum dinukum waliya din. C'est-à-dire quoi en islam quand Allah qui parle avec le prophète Mahomet, innama anta muzakkir lasta alayhim bimusaytir. Tu n'as pas de pouvoir sur les gens pour les obliger alors d'aller de tel chemin. Mais juste, tu rappelles les gens, tu les conseilles, mais tu n'as pas de pouvoir religieux. On n'a pas de clergé en islam. Mais c'est le plus important. Aussi, si on parle par c'est-à-dire quoi alors? C'est juste là, on doit s'occuper de nous-mêmes et tous ceux qui sont plus proches de nous pour essayer et pour leur donner de nos expériences et tout ça, mais je n'ai pas de pouvoir sur les autres pour les obliger. Ça, c'est le problème par rapport à la mauvaise compréhension de versets ou des preuves de l'islam par rapport aux groupes de terrorisme, comme ça, qu'on a le pouvoir de changer la société par la façon qu'on veut. Oui. Les gens ne comprennent pas. Et même par rapport à la jeunesse, comme mon collègue docteur Walid il a déjà dit que c'est très important. La majorité de notre peuple, c'est représenté par la jeunesse. Donc ça c'est... Soit on utilise ça par une façon négative ou positive. Donc on a le deux chemins. Jusqu'à maintenant, ce n'est pas uniquement de faire une conférence de jeunes et tout ça. Non. Ça, il faut aider les jeunes, les jeunesses. Ça, c'est pour avoir une bonne vie. Mais le problème aussi se rattache de problèmes économiques avec aussi beaucoup de choses. Donc, les dossiers, alors, sont toujours relâchés les uns, se rattachent des uns des autres. Donc, c'est très important de marcher dans tous les chemins, alors pour... ouais. Exactement. Alors, Monsieur Hoff, en fait, Monsieur Hamid a précisé un point important, c'est que cet attentat avait deux buts. C'est d'abord pour le tourisme. On sait qu'on a commencé à peine d'avoir des touristes ce jour-ci, surtout que Noël et le Nouvel An, dans quelques jours, on avait quelques réservations. Et la deuxième chose, c'était le fait de créer des problèmes entre musulmans et chrétiens. C'est ce que ces gens qui visent, ou les auteurs de ces attentats visaient depuis toujours, d'avoir des problèmes entre chrétiens et musulmans. Alors comment vous voyez aussi tout cela, sachant que cette fois-ci le gouvernement pointe du doigt directement des frères musulmans d'être derrière cet attentat surtout? Bon, bien sûr, les objectifs, qu'on parle d'un objectif économique en parlant du tourisme, comme mon cher collègue Dr Ismail l'a dit, ou qu'on parle d'un objectif social et politique pour créer un craquement, une fissure entre les Coptes et la société, c'est très important. Bien sûr, un objectif politique général en faisant menace à l'environnement de sécurité en général en Égypte, et non pas seulement dans des régions comme le Sinaï, mais au sein du Caire et dans des établissements religieux qui sont très importants. Ce sont tous des attentats qui ont bien sûr une grande liste d'objectifs à essayer de créer et de développer. Le point, que ce soit en Égypte, que ce soit aux États-Unis, des plus grandes formes de violence et de terrorisme qui est toujours très difficile à empêcher,
c'est surtout les attentats suicides. Parce que le concept de sécurité est un concept qui est d'une manière générale basé à ce qu'on appelle une préemption. Quand j'ai l'intention de faire un acte de violence, ce qui peut-être m'empêche, c'est le risque d'être arresté, d'être emprisonné, mais quand on parle d'un attentat suicide, ça devient de plus en plus difficile. Et dans ce domaine, bien sûr, le rôle le plus important, bien sûr, prenant en considération l'importance de systèmes de sécurité qui soient plus capables. Et ce n'est pas facile parce que si on veut avoir des portes électroniques dans toutes les églises, les mosques, dans tous les shopping centers, dans toutes les universités, c'est quelque chose qui risque d'être quasi impossible. Il y a des difficultés. Je crois également, si vous permettez, avec des ceintures explosives, ça devient plus difficile parce qu'il peut exploser même à l'entrée de n'importe quel établissement. Alors. Et ce qu'on constate, c'est que ce genre de ceinture n'est pas aussi le genre de ceinture traditionnelle, c'est un genre de ceinture qui a un pouvoir d'explosion très efficace et qui n'est pas très facile à détecter de manière générale. Bien sûr, la technologie avance, que ce soit aux côtés du terrorisme ou bien aux côtés des forces de sécurité. C'est une situation qui est très difficile. Bien sûr, un rôle très important est le rôle des services d'intelligence. Ce que, bien sûr, que ce soit au gouvernement en Égypte, et bien sûr, il y a eu des succès. Il y a eu des attentats et des opérations qui étaient et qui ont pu être exécutés. Mais bien sûr, ce n'est jamais une efficacité à 100%. Ça n'existe pas, que ce soit en Égypte ou ailleurs dans le monde, mais bien sûr, je ne suis pas du tout un expert dans le domaine de sécurité, je ne peux pas dire ce qu'on pourrait faire de mieux, mais je pense qu'il y a toujours un besoin qu'on essaye de faire de plus en plus, parce que de l'autre côté, le terrorisme devient de plus en plus efficace, de plus en plus intelligent. Et je suppose, et on le voit bien sûr, que de l'autre côté aussi, on essaye de faire plus d'efforts de notre côté. Et même en tant que citoyens, nous devons être de plus en plus observants. Et ça, c'est quelque chose que je commence à constater. Il peut être plus alarmé tout le temps. Plus alarmé. Moi, personnellement, parfois, ça m'arrive de soupçonner quelque chose. J'essaye de prendre des initiatives, bien sûr, d'une manière calme, mais on a tous besoin. Pour vérifier tout le temps, c'est vrai. Exactement. C'est vrai, vous avez raison. Mais en fait, Monsieur le Président a précisé un point important lors de son discours. Parler de la déception des auteurs de ces attentats, c'est vrai. Selon lui, ils ont tout essayé pour entraver toute progression en Égypte, tout développement en Égypte. Et ce genre d'attentats montre leur déception. Ils n'ont pas pu... c'est vrai qu'ils essayent par l'économie, par la société, par tous les moyens. Cela montre leur déception. Ils n'ont pas pu faire tomber l'Égypte. Alors ils essayent leur maximum. Est-ce que vous êtes d'accord avec ces déclarations? Oui, c'est logique, bien sûr, parce que un attentat comme ça un but pour ça, pour donner une image très négative pour l'Égypte et qu'il n'y a pas de stabilité, il n'y a pas de sécurité en Égypte, pour faire les gens d'avoir peur de venir et tout ça. Ça c'est très dangereux pour l'Égypte, par rapport dans tous les dossiers, dans tous les domaines, le dossier économique, et les investissements, et le tourisme, tout ça, c'est pour l'Égypte, c'est pas bien. Donc alors, et pour ça, le traitement, ça doit être aussi par le même niveau d'importance ou de valeur de tout ce qui, par rapport aux défis qu'on confronte et tout ça. Et le problème, par exemple, pour l'augmentation, avec aussi le dossier économique, qu'il y a des pouvoirs dans le monde qui enrichissent ça. Je ne comprends pas que Daesh, un groupe de vingtaine, trentaine, quarantaine de militaires qui restent jusqu'à maintenant, après combien d'années après, comme ça, et puis ça continue, c'est étendu ici ou de là-bas, et en même temps, depuis des dizaines d'années, il y a une coalition internationale avec plus de 50 pays, avec des armes et tout ça, des grands pays,
très forts militairement et tout ça, elles ne peuvent pas alors débarrasser de tout ça ou de terminer alors ça. C'est-à-dire qu'il y a des pouvoirs dans le monde qui veulent laisser Daesh d'augmenter et de donner toujours alors un danger islamique. Parce que toujours, elles représentent ça comme l'État islamique. Bien sûr, ce n'est pas un État islamique, ils sont des terroristes, ils sont des criminels. Ce n'est pas une image alors, pour le califat et pour tout ça, non. Mais ça, c'est l'image ou le message qu'ils donnent alors, aux Occidentaux. Ça, c'est l'islam comme ça. Ça, c'est un groupe qui représente un danger ou qui, ça, c'est pour augmenter l'islamophobie et de faire des problèmes pour le musulman dans tout le pays. Et comme ça, c'est très dangereux pour cette image-là. En même temps, ça, c'est pour donner des raisons à l'intervention étrangère dans ce pays-là, soit en Syrie, soit en Irak, soit comme ça, depuis le Golfe, quand il y a les pays où il y a le pétrole, où il y a des intérêts et tout ça. Ça, c'est le grand mélange. Le problème que les Européens, les Américains, ils souffrent beaucoup de la violence et de l'extrémisme ou le tourisme et tout ça, mais en même temps, c'est eux qui enrichissent les groupes comme ça. Ils ont dû volonté de vouloir de terminer tout ça, bien sûr qu'elles peuvent faire ça depuis longtemps, mais bien sûr, c'est pour les intérêts, alors elles laissent tout ça pour monter beaucoup plus. En fait, on aimerait bien revenir sur ce point du combat international contre le terrorisme, mais avant tout, en fait, cet ignoble attentat a suscité des réactions du monde entier. Plusieurs chefs d'État et de gouvernement ont présenté leurs condoléances et ont condamné cet acte ignoble. Tout de suite, nous allons voir plus de détails concernant tout ce que cet attentat a suscité dans le monde entier avec Sarah Al-Marab, et puis on revient. Après hier de l'Angélus, le pape François a exprimé sa proximité avec son cher frère, le pape Tawadros II, ainsi qu'avec les chrétiens de l'Égypte, a déclaré hier l'ambassadeur d'Égypte au Vatican. Le diplomate a affirmé avoir reçu un appel du bureau papal afin de transmettre les condoléances du pape du président Abdel Fattah el-Sisi pour les victimes de l'attentat. Le président russe Vladimir Poutine a de son côté exprimé ses condoléances au président Abdel Fattah el-Sisi. M. Poutine a précisé que cette tragédie confirme la nécessité d'une lutte commune contre le terrorisme international. Poutine a en outre confirmé que la Russie était prête à continuer de coopérer étroitement avec l'Égypte face à cette menace. Le chef du Kremlin a précisé que cette tragédie confirmait la nécessité d'une lutte commune contre le terrorisme international. Le président français François Hollande a lui aussi exprimé dans un communiqué ses condoléances aux familles à l'Égypte. Dans un communiqué, la chef de la diplomatie européenne, Federica Mogherini, a pour sa part exprimé les condoléances de l'Union européenne en notant que tristement, ce n'est pas la première attaque terroriste ces derniers jours. L'Union européenne a affirmé lundi son soutien à l'Égypte dans sa lutte contre le terrorisme. Alors, Dr Rauf, en fait, comme on vient de voir, la plupart des dirigeants qui ont appelé pour présenter leurs condoléances, ils ont parlé aussi d'une lutte commune contre le terrorisme. Je crois que c'est le temps de le faire. Comme Dr Hamed vient de dire, on ne peut pas combattre à nous seuls les terroristes. Ils sont partout maintenant. Alors, il faut avoir un acte commun de la part de la communauté internationale. Oui, bien sûr. C'est absolument essentiel. Et comme mon collègue vient de le dire, bien sûr, on voit maintenant des mouvements de terrorisme qui prend une amplitude tout à fait inattendue. Quand on voit des dizaines de milliers, quand on voit des moyens de transport, quand on voit des armes qui ne sont pas les armes habituelles des mouvements, que ce soit même des mouvements de résistance ou de terrorisme, des moyens de communication, des services d'intelligence, il n'y a aucune explication s'il n'existait pas certains gouvernements et certains services d'intelligence qui, d'une manière ou d'une autre, supportent ces mouvements. Et le plus grand défi est que tout le monde parle du combat contre le terrorisme, mais quand on vient pour la réalité, bien sûr, la situation peut être tout à fait différente. Et on verra, bon, peut-être si on prend par exemple ce qui se passe en Syrie, à Aleppo,
en particulier ces jours-ci, on voit des accusations réciproques entre les Américains et les Russes d'une manière tout à fait directe. Et les deux parlent de combat contre le terrorisme. Mais on trouvera que les attaques de l'Amérique, de l'Occident, sont adressées à certains groupes qui sont sous attaque par la Russie, l'Iran, le gouvernement syrien, et on voit d'une manière opposée, bien sûr, une position tout à fait différente. On prend par exemple la Turquie dans ce modèle, et on voit que la Turquie, sa première priorité, c'est ne pas le combat du terrorisme, mais le combat des Kurdes qui sont sur les frontières de la Turquie. Alors on est dans une situation qui est au niveau, bien sûr, international. On parle de slogan, combat de terrorisme, mais ce slogan n'est pas du tout un slogan qui s'applique d'une manière tout à fait globale. Et on voit des conflits qui sont très, très, très sérieux entre les pouvoirs de grande influence. Et ce qui se passe ces jours-ci en Syrie, c'est une démonstration parfaite de ce qu'on vient de parler. Oui, c'est vrai. Mais alors, est-ce que le fait d'avoir ces attentats maintenant partout dans le monde, on a eu ça en France, en Belgique, plusieurs pays européens, aux États-Unis, est-ce que cela ne va pas mener à une collaboration plus étroite entre les différents pays pour combattre ces groupes? Oui, bien sûr, ça c'est très important, c'est essentiel, mais on a besoin d'un vouloir, de vrai vouloir, de vraie volonté alors pour faire un vrai combat contre le terrorisme, pas un combat ou pas qu'une lutte sur les intérêts, sur les zones où il y a les richesses, sur l'intervention juste là pour avoir beaucoup de bénéfices ou tout ça, ça c'est catastrophique. Alors, comme on a déjà dit que les Européens, les Américains, tous les pays occidentaux, tout ça a été frappé par le terrorisme. Mais vraiment, on ne trouve pas de vraie volonté alors pour un vrai combat contre le terrorisme et contre les idées, tout ça. En même temps, il y a beaucoup d'extrémistes qui vivent en Europe, alors en Angleterre, dans ce pays comme ça c'est bizarre pour nous qu'elle donne alors de l'opportunité pour des terroristes ou pour des extrémistes alors pour rester chez eux, et aussi ils font du conspiracy ou du plan contre leur pays après. Donc il y a beaucoup de choses qu'on ne comprend pas vraiment concernant la volonté de pays occidentaux concernant alors le terrorisme. Est-ce que vraiment elles veulent ça ou elles ne veulent pas? Mais je ne trouve pas qu'elles n'ont pas de vraie volonté de ça. Sur ce point particulier, j'ai lu particulièrement aujourd'hui que le Centre des études stratégiques et politiques à Londres, en Angleterre, ils ont bien parlé de ce point-ci. Ils ont parlé d'une manière spécifique sur un papier qu'ils ont présenté et préparé en tant que centre de recherche en ce qui concerne le mouvement des frères musulmans. Et c'était en support de la position de l'Égypte à classifier ce mouvement en tant que mouvement terroriste, mais autant qu'il y a un think tank ou un centre de recherche au sein de l'Angleterre qui parle de cette manière, le gouvernement anglais ne veut pas prendre cette étape. Les Américains, on va voir ce qui va se passer avec le nouveau président. Le nouveau président, une de ses promesses, c'est que tous les mouvements radicaux seront considérés en tant que des groupes terroristes. Alors aussi, on voit que la volonté politique est quelque chose et les principes sont parfois dans une autre direction. Alors, depuis l'attentat, on parle également du fait qu'il faut durcir les lois contre les terroristes et qu'il faut aussi aller plus rapidement en ce qui concerne tous les procès qui sont déjà en cours. Et on a même vu que le Parlement commence à parler de présenter ces procès devant la Cour militaire. Alors, comment vous voyez
ces démarches? Oui, le problème qu'après chaque attentat, on parle de même façon de ça, qu'on doit durcir, on doit faire comme ça. Donc, qu'est-ce qui se passe après? Oui, le président du Parlement, il nous parle aussi souvent de ça. Et vous avez, alors c'est vous qui font les lois. Donc, vas-y. Alors, c'est toi. Pour ce que je voulais. Bien sûr, ça c'est logique. Alors, oui, il faut, bien sûr, il faut, bien sûr, oui. Ouais. Mais alors, ça c'est pour les actes. Vas-y, vas-y, tu as de la chance, tu as le pouvoir de faire ça. Ok, le président parle souvent de ça. Le président du Parlement, alors toujours on ne pas. Vas-y, alors donnez-nous alors les lois qui vraiment qui nous protègent bien de tout ce qui se passe. Maintenant, c'est le danger. Alors ça c'est tout près de tout le monde. Okay? Il n'y a pas de personne qui est protégée de ça, il n'y a pas de personne qui est loin de ça. Donc alors vas-y, alors tu as le pouvoir, tu dois faire. Donc ça suffit pour nous d'entendre des déclarations. Souvent qu'après chaque attentat de parler de ça. Vas-y, de commencer de faire tout ça. Ouais. Ouais. Alors, docteur Raouf, est-ce que vous êtes pour le fait de présenter ces criminels devant la cour militaire? Est-ce que ça va les arrêter quand même? À court terme, oui. Mais bien sûr, notre problème au niveau juridique est plus profond. Notre code pénal en Égypte, c'est un code pénal qui date, je me souviens, de l'année 1950. Dans une société, dans un environnement qui était tout à fait différent. Et on a besoin de réviser, de réexaminer notre code pénal en général. Bien sûr, dans la situation où on se trouve, on a besoin d'une solution rapide. Alors, à court terme, oui. Et ce que j'ai entendu hier du président du comité législatif au Parlement, c'est qu'ils ont bien l'intention de faire un changement très rapide. Et il parlait même qu'il y avait un projet qui est déjà prêt pour discussion aujourd'hui. Je ne sais pas si le Parlement l'a discuté ou non. Et un des éléments, et ça concerne la loi de la protection des établissements militaires et publics. Et seront considérés en tant qu'établissements militaires et publics les mosquées, les églises, les établissements d'éducation universitaire, ce qui fait qu'un attentat contre un de ces établissements sera considéré comme un attentat sur un établissement militaire ou public, en tant qu'un ministère ou quelque chose de pareil. Bien sûr, d'une manière rapide et à court terme, oui, on a besoin de faire ça pour qu'on voit la justice d'une manière plus efficace. Mais bien sûr, en général, dans le dossier de code pénal et juridique, bien sûr, on a besoin de réexaminer d'une manière plus profonde, mais je donnerai bien sûr la priorité en ce qui concerne les attentats de terrorisme. Ouais. Alors pour conclure, je crois que ce que tout le monde est d'accord, c'est qu'on doit aller sur tous les chemins en même temps, c'est-à-dire la sécurité, c'est quelque chose de très important. C'est vrai qu'ils font de leur mieux, c'est vrai qu'on a vu avec cet attentat que les choses deviennent... on a vu la vérité et tout plus rapidement, mais en même temps, il faut combattre cette idéologie même, ce qui est aussi très important parce qu'il faut arrêter le terrorisme dès le début. Il ne faut pas attendre qu'on a un terroriste pour le combattre. Donc on doit traiter avec ça profondément, ce n'est pas juste le résultat, donc alors non, ça c'est profondément avec l'affaire. Et ça par rapport à l'idéologie et en même temps l'économie. L'économie c'est très très important, ça suffit de pression économique sur le peuple, il faut bien traiter avec les dossiers économiques, il faut être plus sage par rapport aux décisions. On trouve des décisions qui choquent le peuple, qui fait les pauvres plus pauvres et tout ça. Ça, c'est très important alors pour les gens qui imaginent depuis quelques mois que le dollar va monter avec 12 fois par rapport au prix normal. Ça, c'est pas normal. Et ça, ce qui monte le prix, ça, ce qui monte, bien sûr, par rapport à tout. Et même aussi le gouvernement aussi qui monte le prix d'essence et tout ça. Et j'ai entendu que peut-être dans quelques mois aussi, on parle de monter encore le prix d'essence et tout ça. Donc non, ce n'est pas le meilleur chemin de faire les pauvres plus pauvres et plus misérables de leur vie. Donc on a l'idéologie et l'économie. Alors ça c'est très important. Ce n'est pas uniquement la sécurité, pas uniquement les lois ou
par rapport au dossier législatif ou tout ça. Non, mais l'économie et l'idéologie. Ça, c'est très, très important pour les deux chemins qui sont plus importants pour bien résoudre ces problèmes très graves pour notre nation et notre société. Docteur Raouf, est-ce que vous êtes d'accord? L'idéologie et l'économie? L'idéologie, l'économie, la politique, la jeunesse, l'éducation, la culture, tout. Et je ne veux pas répéter ce que je viens de dire, mais je pense qu'on a vraiment besoin à mettre en place un plan national. Vous avez raison. Docteur Walid Raouf, je vous remercie infiniment. Je rappelle, vous êtes membre du Conseil égyptien des affaires étrangères. Merci beaucoup. Également, docteur Ismail Hamid, qui est chercheur en islam. Je vous remercie infiniment. Merci beaucoup. Merci, mesdames, messieurs. C'était tout pour cette édition de Direct. Rendez-vous demain, une nouvelle édition. Bonne soirée.